Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, vous le savez, on parle de plantes, de nutriments, de compléments alimentaires. Et aujourd'hui, on ne fait pas une émission avec un laboratoire ou une entreprise qui distribue des compléments alimentaires. Non, aujourd'hui, émission spéciale, on va recevoir quelqu'un qui en parle beaucoup, néanmoins, qui aide même certains labos à formuler. Il s'agit de Caroline Gaillet, diététicienne, auteure, chroniqueuse TV, que l'on voit partout et que l'on va voir et que l'on va entendre, surtout, partout de plus en plus. Et avec Caroline Gaillet, aujourd'hui, nous allons parler de médecine intégrative, qui est une approche globale en fait de l'humain. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui encore sur NutriCast. Quand je dis encore, c'est parce qu'on a fait une émission, j'ai eu la chance de faire une émission avec vous au Sénat il y a pas très longtemps au sujet de l'herboristerie. Oui, tout à fait. C'était très sympa, une émission en présentiel, on tient à le signaler. Oui, au Sénat avec Joël Labbé, c'était chouette. On avait un joli cadre. C'était très chouette, émission qui a très bien marché. D'ailleurs, je tenais à vous le préciser. Alors Caroline, aujourd'hui on parle de médecine intégrative, qui est un petit peu votre dada, votre passion, votre combat même, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Pour moi, l'avenir de la médecine, il devrait être beaucoup plus intégratif en fait. Donc j'essaye d'œuvrer à mon petit niveau pour que déjà cette notion soit davantage connue, puisqu'elle est souvent inconnue du grand public et parfois même des professionnels de santé, et puis d'en faire une réalité, tout simplement. On entend quand même parler de plus en plus de médecine intégrative, même si ça reste relativement encore effectivement méconnu. Est-ce que vous pourriez déjà nous redétailler et nous dire en quoi consiste la médecine intégrative ? Oui, tout à fait. Alors en fait, la médecine intégrative, comme son nom, comme on l'entend, ça vient intégrer en fait sur l'allopathie. Donc l'allopathie étant la médecine conventionnelle, la médecine classique qui a lieu aujourd'hui en France, eh bien on va venir intégrer des médecines dites complémentaires. Donc dans ces médecines, on peut avoir l'ostéopathie, on peut avoir l'homéopathie, on peut avoir la phytothérapie, on peut avoir la médecine traditionnelle chinoise, on peut avoir l'ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne. L'idée c'est de venir intégrer en fait aux médicaments, donc à la médecine allopathique, des approches thérapeutiques qui vont pouvoir soutenir le patient dans la prise de ces médicaments pour peut-être minorer certains effets secondaires ou améliorer la tolérance des traitements, et puis aussi venir agir en prévention, chose pour laquelle l'allopathie est pas tellement la plus forte, parce que la médecine allopathique est principalement une médecine qui est curative, c'est une médecine du symptôme. Le symptôme étant une conséquence, c'est pas une cause. Or, toutes les autres traditions thérapeutiques, que ce soit l'ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise ou l'ostéopathie, la phyto, etc., on a beaucoup plus une approche aussi axée sur la prévention, sur comment renforcer des terrains qu'on sait défaillants, les stimuler et ainsi prévenir la survenue de maladies ou en prévenir la récidive et la résurgence trop fréquentes. Alors justement, vous dites que toutes ces médecines complémentaires que vous venez de citer ont une approche un peu globale, contrairement à l'allopathique. Donc c'est quoi ? C'est tous contre l'allopathie ? Alors non, surtout pas. C'est-à-dire moi à la base j'ai quand même fait des études de médecine et je sais très bien tout ce qu'on doit de positif aux progrès médicaux, aux progrès chirurgicaux et aux progrès de l'imagerie, où maintenant effectivement on arrive à avoir des diagnostics plus précoces dans certaines maladies, du coup de meilleures prises en charge parce que plus précoces elles aussi, et puis avec des molécules thérapeutiques où aujourd'hui il y a certaines maladies qu'on sait guérir, d'autres qu'on sait soigner et du coup retarder l'inévitable pour des maladies qui sont incurables, où avant on avait une espérance de vie qui était très courte, et puis maintenant on arrive à avoir des patients qui vont vivre 20, 30, 40 ans. Regardez avec le sida, avant on en mourait, maintenant les patients qui ont le sida, ils peuvent vivre quand même de façon très âgée sans avoir une trop grande perte de qualité de vie au quotidien. Donc on a fait beaucoup de progrès avec tout ça, et ça c'est pas du tout à renier, loin s'en faut. Et je trouve même que les gens qui disent qu'on pourrait tout soigner, tout guérir avec la phytothérapie, c'est absolument faux. Moi ce que je dis, c'est que on sait aujourd'hui que le tout médicament, il a ses limites. Parce qu'effectivement, on va chroniciser beaucoup les patients, donc on va les mettre dans une relation de dépendance aux médicaments, et puis parfois, ces médicaments n'étant pas dénués d'effets secondaires, on va venir polymédiquer ces patients, c'est-à-dire on va ajouter du médicament pour gérer les effets secondaires d'un médicament. Je pense aux anti-inflammatoires, où vous aurez systématiquement, pour protéger votre muqueuse de l'estomac, un inhibiteur de la pompe à protons, donc les IPP pour les intimes, qui sont des protecteurs gastriques. Et ce protecteur gastrique, c'est un deuxième médicament que vous prenez, et ça c'est pas anodin. Et on sait aujourd'hui que les seniors
qui cumulent avec l'âge, eh bien, plusieurs pathologies. Moi, j'ai des patients qui arrivent au cabinet, ils ont une liste de médicaments quotidiens qui peut aller jusqu'à 14 médicaments. Et certains de ces médicaments, ils vont les prendre le matin et le midi, voire le soir. Donc, on arrive à des multiplications comme ça de molécules chimiques dans l'organisme, surtout chez des patients âgés, plus ou moins fragilisés aussi par la maladie, et du coup avec une métabolisation de ces médicaments qui n'est pas anodine. Et en fait, je trouve ça dommage pour certains patients qu'en première intention, on n'ait pas recours à des choses beaucoup plus douces, où on sait qu'on va avoir une efficacité qui va être relativement similaire, mais avec juste 0 effet secondaire derrière. Donc l'idée, c'est de dire que oui, certes, le tout médicament a ses limites, mais il reste utile. Donc il reste utile en deuxième intention pour de la bobologie, donc la bobologie étant les petits troubles du quotidien, le petit rhume, voilà, les choses pas graves qu'on pourrait essayer de traiter en première intention avec des plantes, et où si ça ne suffit pas dans ce cas-là, avoir en deuxième intention du médicament. Et pour les patients pour qui le médicament est absolument nécessaire, je prends des cas comme une maladie grave, le cancer, admettons, il est bien évident que vous allez faire votre chimiothérapie, votre radiothérapie, ça on revient pas dessus. En revanche, la chimio, c'est un poison qui vous soigne, mais c'est un poison tout de même. Donc en fait, il va falloir soutenir le foie. Et donc toutes ces thérapies complémentaires, elles peuvent aussi venir en complément, en fait, en association de la chimio, de la radiothérapie, pour soutenir le foie, pour aider sur les nausées, sur le transit intestinal qui généralement est ralenti, sur tous ces troubles en fait annexes qui vont être causés soit par la maladie, soit par les traitements eux-mêmes. Et voilà, donc je sais aussi que le tout plante, le tout naturel a ses limites, ça je le reconnais tout à fait. Mais voilà, l'idée c'est de venir en fait associer les deux avec une grande intelligence et une grande humilité de chacune de ces disciplines, et de dire voilà, là pour mon patient, je peux lui recommander ça et ça. Après évidemment, on pourra compléter avec des médicaments si besoin, ou inversement. Voilà, mais c'est avoir cette approche globale qui prend en compte le patient dans sa globalité, et pas seulement un symptôme qu'il aurait sur un organe en question. Et aujourd'hui, on a une médecine qui est très spécialisée. Vous avez mal à l'estomac, vous allez voir votre gastro-entérologue, mais votre gastro, il fait pas du tout le lien avec d'autres disciplines, et du coup c'est fort dommage, parce que parfois chaque médecin de sa discipline va donner un médicament, mais qui peut parfois aggraver ou générer des effets délétères dans une autre discipline, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à des polymédications, et où en fait on va nier aussi parfois le discours du patient sur la perte de qualité de vie qu'il pourrait avoir, et où on va dire c'est ça ou rien, donc vous n'avez pas tellement le choix. Or avec les traitements par les plantes, peu importe qu'elles soient européennes, indiennes ou chinoises, eh bien on peut avoir justement des regains de qualité de vie au quotidien en jouant sur tous ces effets délétères. Donc voilà, c'est une approche où on prend en compte les symptômes du patient, certes, mais aussi la cause qui les a générés, où on va aussi éduquer le patient quant à son hygiène de vie, puisqu'il y a beaucoup de maladies qui résultent de l'alimentation, du rythme de vie, de la consommation de l'alcool, de tabac, de drogue, du rythme du sommeil, de toutes ces choses qui sont très importantes, le stress évidemment aussi, donc tout cet impact émotionnel. Et du coup, venir un petit peu éduquer le patient, le responsabiliser aussi dans lui, ce qu'il peut faire pour être acteur de sa santé et pas avoir une dimension juste passive. Et voilà, donc on raisonne global, quoi. D'accord, alors merci pour ces précisions. C'est vrai que vous êtes très bavard parce que vous maîtrisez bien le sujet. mais je vous remercie de ces explications qui sont claires et de ces enchaînements. Mais alors, moi, j'ai envie de vous demander pourquoi, et particulièrement en France, au fur et à mesure des progrès de la médecine allopathique, le fossé s'est creusé avec les médecines complémentaires plutôt que de se rapprocher. Ça c'est la grande question. Après je pense avoir quand même une petite réponse, mais c'est qu'aujourd'hui malheureusement les lobbies pharmaceutiques c'est une réalité, et en fait produire un médicament ça coûte des sous parce qu'en recherche et développement, et donc du coup faut que ce soit rentable derrière. Or dans toutes les médecines traditionnelles, elles utilisent principalement des végétaux, et en fait le végétal n'est pas brevetable. Vous pouvez pas breveter du thym. Par contre, vous pouvez breveter le thymol du thym par exemple, et faire un médicament à base de thymol de thym, et là un labo gagnerait de l'argent. Mais en fait
Bien qu'aujourd'hui, je tiens à le signaler, il y a quand même beaucoup de recherches scientifiques qui montrent les effets thérapeutiques avérés de certaines plantes, que ce soit sous forme de gélules, de tisanes ou autres, in vivo, hein, donc sur des patients, et aussi en in vitro sur juste des cellules. Et donc on vient aujourd'hui objectiver et montrer qu'effectivement les vertus thérapeutiques qui étaient prêtées par dans certains livres, voilà, et certaines transmissions orales de génération en génération, eh bien, sont avérées. Donc ça c'est bien parce que du coup ça vient étoffer notre savoir, où on a des meilleurs éléments de compréhension de comment telle plante agit dans notre corps. Mais c'est vrai que ça n'a pas, pour l'industrie pharmaceutique, ça n'a aucun intérêt puisque ça ne rapporterait pas d'argent. Donc et puis comme il y a aussi certaines, je pense à l'homéopathie là qui ne cesse d'être déremboursée et qui ne cesse d'être remise en question aussi. Voilà. Donc en fait les gens se sont un petit peu détournés de tout ça, tout simplement parce que déjà la transmission orale de tout ça, elle s'est pas mal perdue. Là, il y a 2-3 générations, avec l'essor de l'industrie pharmaceutique, de la chimie du médicament qui est arrivée avec les antibiotiques et voilà, et on a vu tout le gain qu'on allait avoir en fait à utiliser ça, et donc on a un peu mis de côté les tisanes, etc. Et aujourd'hui, on en revient un petit peu à tout ça. Le grand public souhaite aussi un retour au naturel et se tourne de plus en plus vers les plantes et puis la nutraceutique en général, donc tout ce qui va être complément alimentaire à base de micronutriments, etc. Donc il y a un engouement, mais pour autant dans les facs de médecine, ce n'est que la chimie qui est prônée. Donc les médecins, moi je leur jette pas la pierre, ils ne disent que ce qu'ils ont appris. Donc s'ils ont été formatés par avec un savoir qui n'est uniquement porté que sur les molécules chimiques, et ils n'ont pas déjà ce savoir sur les molécules naturelles. Donc forcément, ils peuvent pas en parler, à moins qu'ils ne décident de s'y former. Et après, le deuxième écueil, c'est que les médicaments sont remboursés en grande partie par la sécurité sociale, donc il n'y a pas d'avance de frais aussi sur ça pour le patient. Et puis il y a des patients pour qui le budget c'est quelque chose d'important, c'est assez serré, et du coup tous ces produits naturels, eux, ne sont pas remboursés. Donc c'est ce qui peut créer parfois un peu une médecine à double sens, où si on a les moyens ou si on veut, parce que parfois il y en a qui n'ont pas de scrupules à payer 100 € une paire de baskets, mais mettre 100 € dans leur santé dans des produits naturels, ils vont rechigner. Donc ça aussi, c'est selon aussi ce que le patient il va mettre comme valeur en fait pour sa santé. Mais voilà, donc en fait, c'est un petit peu des choses multifactorielles qui se sont greffées et qui font qu'aujourd'hui, à la fois, il y a une carence en savoir de la part de professionnels de santé. Il y a aussi une défiance de ces mêmes professionnels de santé envers d'autres professions comme les naturopathes, comme les phytothérapeutes, qui sont pas forcément des médecins à la base et où parfois on va nous taxer de charlatanisme ou autre, ce qui est dommage. Alors après, effectivement, il y a tout dans chaque métier, et certains naturaux ou phytos font très mal leur travail. Et du coup, ça se fait aux dépens de ceux qui le font correctement et avec éthique, et ce que moi j'essaye vraiment de faire et de diffuser comme savoir. Donc voilà, le fossé s'est creusé, mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut quand même le signaler, il y a beaucoup de pharmaciens et de médecins qui entendent que leurs patients veulent se tourner vers davantage à nouveau ces médecines, et donc les pharmaciens font des corners herboristerie dans leurs boutiques, ouvrent plus largement leurs portes à des labos de micronutrition, de compléments alimentaires autour d'extraits végétaux, et les médecins, il y en a qui se forment, qui font des DU de micronutrition, de phytothérapie, d'aromathérapie, pour justement offrir à leurs patients une offre de santé qui ne tourne pas qu'autour du médicament seulement. C'est vrai. Et il faut le dire aussi, et c'est un petit peu peut-être là aussi où le bas peut blesser, c'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas de formation, il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais voilà, les médecins, les pharmaciens, notamment, sont formés souvent en ce qui concerne la phytothérapie, par la micronutrition, par les laboratoires qui eux-mêmes vendent des produits, d'où aussi on retourne sur quelque chose qui peut parfois ça liaise. Poser problème déjà en termes d'éthique, même si les labos qui forment, il faut bien qu'ils le fassent, puisque à un moment donné il faut qu'ils expliquent un peu ce qu'ils font. Il y en a qui le font très bien, d'autres vraiment en étant très partisans, mais bon, je pense que c'est un petit peu les limites, et c'est vrai que tous ces DU, toutes ces formations organisées par des professionnels, c'est peut-être un peu mieux, et peut-être un peu le chemin peut-être à suivre aussi. J'ai vu qu'il y avait certains laboratoires qui vont créer aussi leur propre école, donc pareil, est-ce que si les laboratoires qui vendent des produits créent leur propre
école, du coup, quel type de produit ils vont prescrire, ils vont recommander après. Bon, on est quand même dans des évolutions qui, dans certains aspects, peuvent poser question aussi sur une crédibilité à long terme du secteur de la phyto et de la micronutrition. Oui, après, je trouve que même si c'est imparfait, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'ouvrir. Je prends un exemple très personnel, mais moi, j'accepte des stagiaires au cabinet et en fait, et moi-même, moi, ça fait 10 ans que j'exerce. Ça fait 10 ans que je suis étudiante. Je me forme chaque année. Soit je me recycle dans un domaine sur un truc que j'ai vu il y a 4-5 ans et je vais refaire une formation dedans, soit je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et en fait, quand vous mettez le pied dans toutes les thérapies alternatives, enfin complémentaires, je préfère complémentaires à alternatives, en fait, vous vous rendez compte que c'est à chaque fois un nouveau monde qui s'ouvre à vous et une nouvelle façon de pratiquer. Et en général, quand vous mettez un pas dans quelque chose, vous mettrez forcément un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième pas dans autre chose. Donc, même si vous vous faites former par un labo qui met en place son école, forcément, évidemment, il va parler de ses produits. Mais souvent, les labos ne formulent que des produits à base de comprimés ou de gélules. Mais au moins, vous avez l'info, je sais pas si dans son produit pour le foie, il parle du chardon-marie, du desmodium, du romarin, eh bien, au moins vous, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, vous savez que le romarin, le desmodium, le chardon-marie, ce sont des plantes du foie. Et donc, après, vous serez à même de proposer des ampoules de chardon-marie qui seront peut-être pas de ce même labo-là, ou des tisanes de romarin. Donc, au moins, vous avez l'info que tel principe actif, il joue dans telle sphère. Et pour moi, même si l'école, elle sera forcément, je pense, peut-être un peu partisante pour ses produits à elle, néanmoins, vous savez, enfin moi qui bossais pour beaucoup de labos et qui travaillais dans une herboristerie où on vendait nous-mêmes beaucoup de labos différents, des formules pour le foie, c'est un peu toujours les mêmes plantes qui reviennent ou les mêmes micronutriments. Pareil pour les formules circulation jambes lourdes. Enfin, on réinvente pas la roue, hein, c'est un peu toujours pareil. Mais au moins, voilà, le professionnel de santé, il a une info. Et après, normalement, s'il fait bien les choses, eh bien, il sait que son savoir, faut le remettre à jour régulièrement et il fera une autre formation, un autre DU, d'un autre médecin, d'une autre phytothérapeute qui aura fait sa petite formation. Voilà. Et donc, du coup, ça permettra de rendre vivant tout un savoir qui là était en train de se perdre et que certaines personnes, dont moi, voilà, on essaye de le remettre au goût du jour, de le démocratiser via des livres, des webinaires, des podcasts, enfin tout un tas de canaux différents pour diffuser cette connaissance. Donc, je pense que même s'il y a un biais partisan, au demeurant, l'info qui sera fournie, elle sera bonne. Voilà, quand le labo il dira mon produit pour le foie, il marche parce que il y a romarin, chardon-marie, desmodium, le médecin, il aura eu cette info qu'il n'a pas là pour l'instant quand il est dans son cabinet à ne vendre à ne prescrire que des médicaments. Alors Caroline, ne bougez pas, on fait une toute petite pause et on revient tout de suite après avec une question, et une solution, peut-être une proposition que j'ai à vous faire. Ne bougez pas. NutriCast aujourd'hui, émission spéciale avec Caroline Gaillet, diététicienne, auteure, chroniqueuse TV notamment. Alors Caroline, on parlait un petit peu vous disiez oui, bon, moins les labos qui forment les praticiens ou les pharmaciens, bon, au moins ils donnent une info objectivée. Alors effectivement, c'est peut-être un peu pro-produit, mais au moins ils donnent des infos par rapport à des propriétés de plantes et des propriétés d'action. Donc au moins ça c'est fait. Maintenant, j'ai envie de vous dire, je vois de plus en plus, j'observe de plus en plus de formations de naturopathes notamment qui fleurissent un peu partout. Est-ce que vous, par exemple, c'est pas quelque chose que vous pourriez faire de créer une école? Parce que visiblement, je me suis un peu renseigné sur le sujet, c'est pas quelque chose d'impossible et surtout pas pour vous. Ah oui, moi en fait, pour ne rien vous cacher, moi j'ai une formation où j'ai plus de 6000 étudiants, donc je fais déjà ça depuis 1 an et demi. Bon, je le médiatise pas plus que ça parce que je suis un peu débordée par le succès qu'elle a rencontré, mais c'est possible. En fait, le truc c'est que aujourd'hui en France, tout le monde peut se dire formateur et tout le monde peut créer en ligne ou en présentiel sa petite formation. C'est assez facile. Le truc c'est que faut voir, quand je vois des formations en naturopathie à 300 €, il y a tout lieu de penser que franchement, à la fin, même si vous avez fait vos 10 heures de cette formation, vous pouvez pas vous dire apte à prendre en charge des patients
parce que votre formation elle vaut rien. Alors je dis pas qu'il faut payer des milliers d'euros pour être bien formé, mais néanmoins la naturopathie, quand moi dans mes stagiaires j'ai des gens qui sont en reconversion totale, qui viennent d'univers de la banque, de la télé, de la finance, de la distribution, donc vraiment qui sont complètement largués quant à la physiologie, à l'anatomie, au fonctionnement du corps humain, etc. Et du coup, pour se prétendre phytothérapeute ou naturopathe, vous devez avoir un minimum de connaissances quant à la physiologie classique, la physiopathologie, connaître aussi un minimum les médicaments, au moins les classes de médicaments, savoir comment ça marche dans le corps, parce que savoir comment une plante ça marche, bon bah c'est bien, mais la plante elle va aussi avoir des interactions médicamenteuses parfois. Donc si vous connaissez pas les classes de médicaments et que vous connaissez bien votre phyto, mais que vous connaissez pas ce qu'on appelle la pharmacognosie, donc comment les médicaments, eh bien, ils fonctionnent dans notre corps, bah, vous pouvez faire des boulettes parce que votre patient, il aura des médicaments antihypertenseurs et vous allez lui donner une plante qui va pas aller avec. Donc, il faut des connaissances qui, du coup, sont longues à acquérir parce qu'elles sont denses. Donc, quand vous avez des formations top chrono en 6 mois, devenez naturopathe, clairement, fuyez. Ça peut pas être de qualité suffisante. Voilà, j'apporte le suffixe suffisante parce que ça peut très bien être de qualité l'enseignement qui est fourni. Mais en tout cas, il ne sera pas suffisant pour derrière pouvoir se prétendre naturo. Et d'ailleurs, c'est ce que j'observe en stage où la plupart des étudiants, ils ont surtout un savoir qui est théorique parce qu'on leur apprend bien les choses, mais ils n'ont pas de savoir pratique parce qu'il y a souvent pas de stage qui est proposé. Donc, c'est des gens, une fois qu'ils sont diplômés, eh ben, ils vont prendre en charge un patient. Ils n'ont jamais appris à prendre en charge un patient. Et du coup, c'est dommage parce que pour moi, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a un savoir, qui a un savoir-faire, mais qui a aussi un savoir-être. Et quand vous avez un patient qui vous pleure dans les bras dans votre cabinet, faut savoir répondre à ça. Quand vous avez des patients qui vont vous dire des choses plus ou moins lourdes, plus ou moins... Voilà, il faut avoir des notions sur comment on prend en charge un patient, tout simplement. Et ça, c'est pas enseigné. Donc... c'est les stages devraient être les stages dans certaines formations, les stages sont obligatoires pour valider la formation. Oui, c'est ça, mais il y en a pas beaucoup des écoles de naturo qui proposent des stages. Ça devrait être le cas. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, Caroline? Pareil, vous qui êtes assez active sur les réseaux sociaux, parce que vous avez beaucoup d'actu, donc vous relayez votre actu. Mais il y en a beaucoup qui utilisent les réseaux sociaux pour se créer de l'actu et du coup créer un business de webconférences, de webinars, de formations et plein de petits influenceurs santé. J'en vois aussi même certains dans des célébrités. Vous savez qu'on fait quand même pas mal d'émissions avec des célébrités qui partagent un petit peu leur usage, mais il y en a d'autres qui développent aussi un véritable business en tant que professionnel de santé quelque part. Ouais. Et je trouve ça assez dérangeant parce que du coup, à qui se fier ? C'est toute la question, c'est-à-dire moi honnêtement qui fais pas mal d'interviews avec des journalistes, il y a des journalistes parfois qui vont écrire des bouquins etc. et qui s'y connaissent bien mieux en nutrition que quelqu'un qui sort d'un BTS diététique où j'ai quelques... Enfin, je trouve, moi j'ai un BTS diététique, mais il y a beaucoup de lacunes, je trouve, dans notre formation, et donc il y aura beaucoup de choses selon moi à revoir. Mais il y a des journalistes qui vont pas du tout être diplômés en diététique, qui vont écrire des bouquins autour de la nutrition et que je vais trouver plutôt hyper bien ficelés, très bien conçus, avec vraiment une info hyper intelligible, bonne, voilà. Et pour autant, ils seront pas diététiciens et ça va marcher. Et à l'inverse, mais parce que c'est quelqu'un qui aura bouquiné pendant des heures, qui aura interviewé plein de pros autour de la nutrition, et donc du coup en soi ça me choque pas tellement. Moi je suis pas quelqu'un qui considère que le diplôme fait tout, parce que je vous dis avec un BTS diététique comme avec un diplôme de naturo, vous êtes pas forcément une bonne diététicienne ou une bonne naturo, franchement non. Mais je crois beaucoup au travail personnel. Donc il y a des gens qui soient diplômés, qui soient pas diplômés, quand bien même oui ça fait mieux d'avoir un diplôme, mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont se former par le biais de personnes qui font des formations qui seront pas forcément certifiantes, qui seront pas forcément des formations universitaires, et qui pour autant ressortiront un savoir et une qualité de conseil qui sera excellente. Donc, il y a certains influenceurs santé, etc., pour qui j'ai vraiment beaucoup de mal, parce qu'on sent que c'est pas éthique, parce qu'on sent que c'est pompe à fric derrière et que ça vient complètement biaiser le truc et nuire aussi à notre à l'image de ceux qui font correctement leur travail. Et puis il y en a d'autres pour qui ça me gêne pas, parce que je trouve le discours très sensé, très modéré, très bien posé en fait. Et donc
Voilà, je pense que en soi, la formation parfaite, elle n'existe pas. Moi, j'ai assisté à des webinaires, des formations de médecins que j'ai trouvé gnangnan et un peu ras des pâquerettes et franchement pas génial, alors que c'était des médecins qui les animaient. Vous avez des noms? Comment? Vous avez des noms? Non, je plaisante, Caroline, je j'irai plaisante. pas jusque là, mais et on a des gens qui sont beaucoup moins bardés de diplômes et qui sont passionnants, où on les sent habités. Je prends aussi le cas des patients experts. Il y a des patients qui vont avoir la maladie de Crohn, qui vont vous parler de la maladie de Crohn, des symptômes, de ce qu'ils ont pris, des plantes qui ont pu les aider, de la micronutrition qui a pu les aider, et ils sont bien plus passionnants que certains gastro-entérologues qui vont faire le même topo sur la maladie de Crohn. Et voilà, ce sera pas transcendant, quoi. Donc, il y a des patients experts qui ont un savoir autour de leur maladie, que ce soit dans l'endométriose, la maladie de Crohn, la mucoviscidose, enfin, et tant d'autres. Et où là, vous vous dire, bah, si, il est bien qu'il ne soit pas médecin, c'est quand même quelqu'un qui a eu la pathologie en question, et donc, pour moi, il a une légitimité. Donc, la question de la légitimité, c'est... elle est très complexe parce qu'en France, on est un pays très pro-diplôme. Il faut avoir un diplôme, alors qu'en Angleterre, aux États-Unis, ils sont beaucoup moins là-dessus. Et ce qui compte, c'est le savoir et comment on le diffuse. Et à partir du moment où on diffuse un savoir qui est correct, qui fait du bien à la plupart et qui est posé dans un cadre où voilà, on dit pas que ce qu'on dit c'est une vérité absolue et que les produits qu'on prône sont les meilleurs du monde, loin de là. Mais en tout cas. Et ben en fait ça ne me gêne pas forcément. Donc y en a qui hurlent quand ils m'entendent dire ça et qui me disent mais non, mais Caro, il faut absolument que tout soit diplômé, que tout soit certifiant, que tout... Bon bah non, moi honnêtement ma formation n'est pas certifiante et je suis persuadée de la qualité du contenu que j'enseigne et voilà, je vais essayer de la rendre certifiante parce que voilà, ils sont nombreux à me la demander, mais ça changera pas grand-chose à la qualité de ce qui sera enseigné. Non, mais ça c'est clair. Moi, je vous rejoins assez dans votre discours. Hein. Je pense que c'est une vraie tendance qui se dégage et qu'il faut aller vers cette tendance-là. Arrêter de mettre des gens dans des cases et puis il n'y a pas une seule formule. Mais là, quand je vous parlais de ces influenceurs, alors il y en a des très bons et honnêtement, c'est vrai que souvent on apprend beaucoup de choses. Mais ce qui me dérange, c'est que souvent il y en a qui vont copier un contenu et très vite pour placer un produit, pour faire des partenariats et avec des formules. Quand on regarde les formules, on se dit bon oui, ok. Et du coup, ça jette un petit peu le doute sur l'utilité. Et là, je parle vraiment de la micronutrition, de la phytothérapie, parce qu'on est sur NutriCast, mais on peut se dire, bah oui, du coup, c'est que du business, en fait. Bah, c'est pour ça, le consommateur est roi. Donc en fait, le consommateur, son job, c'est de se renseigner, c'est d'aller recouper les infos. Vous pouvez, si je reprends là mon truc pour mon exemple du foie, vous avez un problème de foie. Bah là, typiquement. Bon voilà, c'est le printemps, c'est l'énergie donc du foie en médecine traditionnelle chinoise et c'est bien de faire sa petite cure détox du foie et on voit des trucs détox fleurir partout et partout. Si le romarin, le chardon-maril, le desmodium, on vous dit voilà, ce sont des bonnes plantes pour le foie, vous pouvez les prendre, mais après c'est pas le tout que ces plantes-là soient dans le produit. Encore faut-il regarder le dosage. Si on vous met que 20 mg de chacune de ces plantes dans votre gélule, franchement, ça va pas faire grand-chose, quoi. Et si par contre votre gélule, on est à un truc autour de 600 mg, bon bah là, oui, ça aurait une valeur thérapeutique. Donc, quand vous entendez un influenceur, vous savez qu'il est pas professionnel de santé à la base, mais qu'il essaye peut-être de faire son petit business derrière. Après, il peut être très bien son produit, mais du coup, c'est vous allez regarder sur d'autres sites. On connaît tous des marques de compléments alimentaires, sinon il n'y a qu'à aller en Biocoop, en boutique bio à côté de chez soi. Vous allez dans le rayon des compléments alimentaires, vous regardez un petit peu les formules qui seraient similaires et vous regardez un peu comment c'est formulé. Donc je dis pas que la lecture des étiquettes c'est quelque chose de facile. Quand on n'y connaît rien, mais en tout cas pour comparer des dosages, se dire tiens, tel labo quand il met des plantes, il met au moins 150 mg, 200 mg de ceci, de cela, et là mon influenceur dedans je vais avoir que 20 mg. Et puis après c'est le prix. S'il vous vend 50 € la boîte de 30 gélules. Enfin, là, si je peux donner un exemple très pratico-pratique, mais ramenez toujours tout au coût par jour. Un complément alimentaire, quand vous dépassez 1 € par jour, on considère que c'est cher. Donc après, il y a des principes actifs qui sont chers de base, je pense au collagène, à l'acide hyaluronique, mais pour des plantes en tant que telles, là, des plantes pour le foie, pour la circulation, pour la mémoire, pour l'énergie, pour tout ce que vous voulez, si votre boîte de 60 gélules, si on n'en prend qu'une par jour, donc ça va vous durer 2 mois, et que ça vous coûte 32 €,
pour 2 mois, ce sera pas quelque chose de cher. En revanche, quand vous avez quelque chose qui va coûter 20 € et qui vous dure une semaine de traitement, enfin là l'autre jour, j'étais interviewée, on me demandait mon avis sur une marque de thé en infusette, donc j'étais regardée sur le site, et j'étais horrifiée des prix quoi. C'était un truc à 29 € pour 7 jours. Et donc, en fait, ça vous faisait un prix au kilo de plantes qui, franchement, sont pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, la formule. J'étais horrifiée, quoi. Alors que nous, en herboristerie, on vendrait 14 € les 150 grammes. Bah là, pour à peine 30 grammes de plantes, on était à 29 €, quoi. Donc, si les prix vous paraissent vraiment, si c'est supérieur à 1 € par jour, méfiez-vous toujours. Allez regarder si vraiment la formule le justifie. Merci beaucoup Caroline pour ces précisions et vous avez raison, voilà, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre et nous en tant que consommateurs, on a un rôle, tout n'est pas comme ça servi dans la bouche, on doit faire des démarches d'investigation un minimum, il s'agit de notre santé et de pas prendre tout ce qui est dit comme argent comptant et comme si c'était un commandement, on peut et on doit à minima faire cet effort et il faut pas l'oublier parce que c'est vrai que parfois on veut tout un peu mâcher, un peu notre côté enfantin qui ressort alors qu'on peut le faire, on doit le faire. Même si c'est pas systématique. Alors, vous, en plus, vous conseillez des laboratoires de compléments alimentaires, en fait, pour leur formulation, non ? On peut en parler, peut-être ? Oui, sans problème. Comment vous intervenez ? Ben non, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai jamais fait de pub. J'ai toujours pas de site internet. Enfin, il est très sommaire, voilà. Et non, et c'est un peu le bouche à oreille, quoi. Mais je suis fréquemment. Après, bon, c'est parfois des gens qui vont trouver des articles dans la presse ou qui vont me voir en télé et voilà et qui me demandent, mais sinon, vous faites de la formulation. Et donc, oui, j'en fais. Et donc parfois c'est souvent des hasards comme ça. Et après, l'idée souvent c'est des marques en fait. Pour des labos en tant que tels, j'ai pas beaucoup formulé. Enfin, ça n'est arrivé qu'une fois. Et c'est plutôt pour des startups en fait, des entrepreneurs qui se lancent un peu dans un business autour de la santé et qui se disent tiens, pourquoi pas aussi venir étoffer avec des formules bien conçues. Et en fait, ils viennent me chercher aussi comme argument d'autorité, c'est-à-dire que au-delà d'une formule que je vais leur faire, c'est après ils utilisent aussi mon image pour dire voilà, même si moi créateur de cette startup, j'y connais rien dans la phytothérapie, dans la micronutrition, etc. Eh bien, je vais chercher du conseil auprès de gens qui sont qualifiés, qui sont compétents. Et donc ça, intégrer des comités d'experts scientifiques, je l'ai fait plein de fois pour justement donner autorité parce que la formule va être non seulement bien conçue parce que il y aura effectivement les bons nutriments et les bonnes plantes qui servent à ce qu'on veut que ça serve et puis qui seront aussi bien dosées sous des galéniques qui seront bien essayer de faire les choses de bout en bout, donc aussi bien pour des paquets de tisane que des plantes en poudre, que des plantes en hydrolat, en huile essentielle, pour plein de choses. Et l'idée, c'est vrai que le marché du complément alimentaire au sens large, il ne fait que de grossir. C'est un vrai marché, donc il y a un vrai engouement. Et autant il y a des gens qui cherchent à bien faire les choses en prenant des phytothérapeutes ou des médecins phyto dans leur formulation. Et puis il y en a d'autres qui vont aller sur Wikiphyto 30 minutes et qui vont dire tiens, je vais mettre ça. Ils vont appeler un labo parce que les façonniers là, les labos par qui on passe pour faire tout ça. Ils ont aussi parfois un rôle conseil en fait où ils vont dire souvent même d'ailleurs ils peuvent ils peuvent tout vous donner clé en main quasiment d'ailleurs. Oui, et donc du coup il y en a où ils n'ont pas de personnalité, je dirais scientifique au sein de la formulation, ils vont juste se fier au labo quoi. Donc voilà, après mais c'est ça le problème. Ouais, Caroline, c'est ça pour moi je veux dire c'est un peu le problème, c'est que l'appréhension du secteur des compléments alimentaires par le côté que business ou des gens ils vont monter des startups en n'ayant aucune idée du secteur, mais juste ils se disent j'ai fait une école de commerce, ploum, complément alimentaire. Et puis après, c'est le rôle des façonniers de bien les conseiller. Mais derrière, il y a personne, donc c'est que du marketing et il y a aucune justification de formule, pas de recherche, c'est que du business pur et dur. Encore une fois, le business c'est bien, mais là on est quand même un peu dans la santé et du coup, je trouve ça très limite en termes d'éthique et c'était un peu d'ailleurs la genèse de la naissance de NutriCast en réalité. Ah oui, mais effectivement, en fait, le souci, c'est qu'il y a après vendre un produit, c'est pas le tout, mais comme tout produit, il y a un SAV, quoi. Donc il y a le service après-vente à assurer. Donc normalement, tous ces sites là qui fleurissent un petit peu partout.
enfin, allez toujours vers des sites qui soient très très transparents. Et en fait, si vous voyez que le site internet, il y a juste le produit, le prix, cliquez à mettre dans le panier et c'est tout. Vous n'avez pas d'infos, vous n'avez pas de téléphone pour joindre la personne et dire au fait, moi je prends tel et tel traitement, est-ce que c'est ok, est-ce qu'il y aura pas d'interaction. Si vous tombez sur le fondateur de la boîte qui a fait qu'une école de commerce et qui n'y connaît rien, soit il a l'éthique de dire écoutez, je ne sais pas, je vous renvoie vers votre médecin, vers un naturopathe, vers quelqu'un qui pourra vous aider, soit parfois il sait pas et il va dire non, c'est bon, il y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des grosses erreurs, quoi. Donc il y a des entrepreneurs qui font bien les choses parce que ils vont aussi embaucher en hotline des phytothérapeutes, des naturopathes, des diététiciennes formées en phyto qui vont savoir répondre en fait aux questions du consommateur. Et dans ce cas-là, j'y trouve pas grand-chose à redire. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout cette éthique-là. Donc là, je dis souvent, la santé, elle a pas de prix, mais elle a un coût. Et dans le coût, outre le coût du porte-monnaie, il y a aussi tout le coût de cette recherche, le coût de cette investigation. Vous allez prendre un truc pour votre santé, pour votre bien-être. Donc, essayez de creuser si c'est vraiment hyper adapté à votre cas ou pas. Et donc d'appeler les labos, ou sinon de vous retourner vers votre pharmacien, tout simplement. Ça reste encore votre interlocuteur de santé qui est gratuit, qui est à portée de main parce qu'il est souvent dans la rue à côté de chez soi. Et donc après, pareil, dans les pharmaciens, il y en a qui sont très calés là-dedans, il y en a d'autres qui le sont moins. Donc à voir. Après, vous prenez un peu la température et puis puis parfois celui sur lequel vous tomberez ne le sera pas, mais sa collègue à côté le sera et elle pourra vous conseiller davantage. Mais il y a vraiment ce coût intellectuel aussi de se renseigner. Si vous voulez pas consulter parce que les délais sont trop longs, parce que vous avez pas l'argent à mettre là-dedans, et je l'entends, il n'y a pas de souci, au moins allez renseignez-vous, quoi. Vraiment, l'information aujourd'hui, c'est un peu une guerre, hein. Il faut choisir comment on veut s'informer, et prenez pas ce qu'un Instagrammeur va vous lancer de but en blanc. Si vous poste 3 photos de voiture et 2 photos de montre, et là il vous balance son complément alimentaire, vous voyez, c'est pas un compte hyper santé, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Caroline. On s'est un peu éloigné de la médecine intégrative pure et dure, pour tout vous dire. Mais bon, effectivement, en NutriCast, on parle surtout de micronutrition, de phytothérapie. La phytothérapie fait partie de la médecine intégrative, donc c'est une vision effectivement très très globale. On n'aura pas le temps de revenir sur un cas concret en réalité. On a bien parlé du rôle finalement du rôle des compléments alimentaires pour compléter cette vision intégrative. Mais est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer sur cette vision que vous avez? Et surtout, on le disait en antenne, en fait, vous disiez en fait en médecine intégrative, c'est un peu chacun fait son petit truc de son côté, et c'est parfois pas mal, souvent très intéressant, mais ça manque d'union. Est-ce que vous pourriez être le trait d'union pour organiser justement la promotion de la médecine intégrative, son organisation, pour mieux la promouvoir, afin que ce soit un peu plus puissant encore, que chacun fasse, à la place que chacun fasse des petites actions de son côté? Écoutez, Fabrice, moi j'adorerais que ce que vous dites ce soit une réalité future. C'est-à-dire que là, moi, j'ai 34 ans, hein, je suis encore jeune, j'ai une petite notoriété, mais qui n'est que dans le milieu. Moi, ce que je voudrais, effectivement, moi j'adore fédérer, en fait. Donc tout comme ce que j'essaye de faire au sein des herboristeries, où aujourd'hui les herboristeries, c'est chacune dans son coin, je voudrais un peu relier tout ça. Mais pareil, sur ce contexte, sur cette notion de médecine intégrative, il y a des médecins aujourd'hui qui sont réunis en médecine intégrative dans certaines structures. Il y a même des congrès qui se tiennent, il y a des organisations, mais seulement il y a pas la communication derrière qui va avec, et en fait chacun fait son truc de son côté. Donc moi je pense que l'union fait la force, vraiment, qu'à plusieurs, on est beaucoup plus riche de savoir, j'entends, et de savoir-être, de savoir-faire, et aussi de qualité et de compétences dans la prise en charge de nos patients. À la base, je pense que tout le monde qui fait des métiers de santé, on le fait pour les patients, pour prendre soin des gens, pour les aider dans leur santé, que ce soit en prévention ou en curatif. Et du coup, pour moi, le mot de la fin, c'est que voilà, pour moi, la vision de la médecine intégrative, c'est la médecine du futur. En fait, pour moi, la médecine, elle doit absolument devenir intégrative. C'est une nécessité, parce que voilà, le tout médicament a vraiment ses limites. Moi, je vois beaucoup de dégâts causés par les médicaments. C'est absolument
enfin c'est stupide, c'est dommage quoi, c'est triste en fait. Et j'entends aussi une médecine qui se déshumanise, où les consultations médicales elles s'écourtent de plus en plus. Quand vous avez un passif de 15 ans d'une maladie, vous venez voir un nouveau médecin, il vous tient 6 minutes top chrono dans son cabinet, vous avez clairement pas le temps de lui dire tout ce par quoi vous êtes passé, et ça se trouve il va vous filer un médoc que vous avez déjà essayé il y a 2 ans qui n'avait pas marché. Ça sert à rien. Et aujourd'hui, on est dans une médecine on est dans un système médical. Là encore, je jette vraiment pas la pierre aux médecins. Faut vraiment pas l'interpréter comme ça. C'est plutôt le système en soi qui fait que ça compresse les médecins à faire des consultations hyper raccourcies, où on a un numerus clausus qui est absolument débile et qui fait qu'on a des déserts médicaux, et on a un accès aux soins qui est de plus en plus compliqué, avec des délais pour passer des examens qui sont trop longs, et ça c'est aberrant en France. Et donc pour moi, il faudrait vraiment que tout établissement de soins, que ce soit l'hôpital, la clinique ou des centres de santé, qui soit en médecine intégrative, c'est-à-dire faudrait systématiquement qu'il y ait non seulement des médicaux, mais qu'il y ait aussi des ostéopathes, qu'il y ait un homéopathe, qu'il y ait un phytothérapeute, ou quelqu'un qui fasse de l'ayurveda ou de la médecine chinoise ou je ne sais quoi, mais avoir en fait une dimension, une prise en charge qui soit la plus holistique possible, qui est le mot qu'on dit pour la médecine intégrative, où on prenne en compte à la fois l'aspect psycho-émotionnel du patient, son aspect physique avec tous ses symptômes, et qu'on voit avec tous ces traitements comment on peut utiliser, optimiser au mieux toutes les thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou naturelles, pour qu'il aille au mieux en fait. Et ça, je pense que quand on arrive à le faire, on a une richesse de partage entre professionnels de santé qui est hyper galvanisante intellectuellement. Et pour le patient, vraiment, il en reçoit avec des bénéfices qui sont clairement nets. Et même pour l'assurance maladie, même en termes de coûts, un patient que vous ne chronicisez pas dans sa maladie, c'est un patient qui vous coûte moins cher, quoi. Donc voilà, on a tout à y gagner, patients comme soignants. Et donc j'invite vraiment tous les médecins, je vais reprendre l'exemple des gastros, désolé pour eux si c'est sûr que ça tombe, mais un gastro, ça fait 20 ans qu'il prescrit du Mopral, un oméprazole à son patient. Faut qu'il se pose des questions, quoi. Normalement, le Mopral, c'est pas plus de 12 semaines, quoi. Moi, j'ai des patients, encore ce matin, je me consulte, ça fait 22 ans qu'elle prend un IPP, la patiente. C'est pas normal. Et je comprends pas que ces gastros n'aient pas un peu de jugeote, de se dire, tiens, pourquoi ça la soulage pas? Pourquoi elle est dépendante à ça? Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire pour que ce terrain d'acidité, on vienne le résorber? Il n'y a pas quelque chose dans son alimentation à aller creuser? Et voilà, et c'est cette démarche intellectuelle-là que j'invite à faire, parce que la réponse c'est clairement oui, il y a des choses à faire pour arrêter ces IPP pour ces patients et leur redonner de la qualité de vie. Donc, et ça, c'est valable dans toutes les disciplines. Donc, Caroline Gaillon, on vous sent intarissable sur le sujet, et en tout cas habité d'une énergie peu commune pour cela. Donc c'est sûr qu'avec vous, on sait que la médecine intégrative et cette philosophie, elle va bien se développer. Donc on va se suivre, Caroline. Je sais qu'on a des choses qui vont venir ensemble. On l'annoncera en temps voulu, mais en tous les cas, je voulais vous remercier pour votre disponibilité. Je sais que vous êtes très très occupé. Donc merci beaucoup pour cette émission. Alors on n'a pas tenu tout le conducteur sur la médecine intégrative, mais la conversation a été franchement très très intéressante. Je vous dis à très bientôt, Caroline. À très bientôt, Fabrice, et avec plaisir. Merci pour cette invitation sur NutriCast. Merci beaucoup. Caroline Gaillet était avec nous aujourd'hui. Émission retrouvée sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis surtout à commenter et à partager. Je vous dis à très bientôt.